Hey, c'est là pour Intimité Partagée. Aujourd'hui, on vous présente un hors-série avec Audrey. Coucou Audrey. Coucou. Et dans cette hors-série, on va parler des 5 livres qui ont construit notre identité, en vous faisant un court résumé des livres et en vous disant en quoi ces livres nous ont construits. On va commencer par Audrey. Quel est ton premier livre qui t'a construite? Alors, c'est pas un livre, c'est une série de livres. Et Ouais. pour l'instant, il y a 25 tomes. Waouh. Donc, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est tellement peu par rapport à, à comment il a construit ma vie et à quel point c'est important pour moi. Alors, ça s'appelle Anita Blake et c'est une série de Laurel K. Hamilton et c'est une autrice américaine. Et donc c'est une série beat lit et c'est un genre particulier. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est de la littérature mordante. Et donc c'est souvent avec des loups-garous, des vampires et un petit peu de magie. Et ce qui fait la particularité du genre, c'est que en fait les narratrices, elles ont en moyenne entre 25 et 30 ans, et voire un peu plus. Et donc ça fait des récits un peu plus matures et c'est pas du tout les mêmes questions que l'adolescence, donc c'est aussi intéressant et c'est mon genre préféré. Donc Anita Blake, c'est le premier livre du genre que j'ai lu. Et en fait, Anita Blake, c'est une réanimatrice de zombies et une exécutrice de vampires qui travaille avec la police pour enquêter sur des meurtriers criminels, enfin qui sont aussi surnaturels. Et donc c'est hyper intéressant parce qu'il se passe énormément de choses. Il y a beaucoup d'histoires de pouvoir aussi avec le chef des loups-garous et le chef des vampires de l'Amérique et ce genre de choses. Et Anita Blake, c'est vraiment ce qui m'a construite en tant que personne parce que c'est ma première expérience du féminisme. Même si c'est pas dit, c'est vraiment une personnage, une héroïne très très importante et très forte. Elle sort pas de chez elle sans avoir des pistolets sur elle parce qu'elle peut se faire agresser. Et en fait, elle n'hésite pas à se confronter à des personnes qui sont très baraquées et surtout des mecs. Euh, et elle se considère pas comme moins puissante. Elle sait juste qu'elle est petite de taille et que oui, elle a des faiblesses, mais en comparaison, elle va tout faire pour égaliser et pour se démener. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant et juste au fil des 25 tomes, on a le temps de comprendre ces mécanismes et c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que au départ, elle est courtisée par deux personnes, donc le chef des vampires et le chef des loups-garous. Et donc c'est quand même des hommes qui ont beaucoup d'importance et qui ont du poids. Et en fait, elle pense qu'elle n'est pas attirée par eux, donc elle se force pas. Et j'ai trouvé ça vraiment important de faire ça dans un roman parce que souvent, enfin moi je lis beaucoup de romans d'amour et bah, justement en fait les femmes elles sont obligées de finir avec quelqu'un dans leur vie et Anita Blake c'est pas le cas. Ah, c'est ouf. Et j'ai trouvé ça, enfin vraiment c'est 25 tomes mais enfin quelque chose pour moi qui est sur 25 tomes avec des histoires fantastiques mais pas d'amour, pas de sexe. C'est vraiment tellement intéressant et pour moi c'était inédit sur le coup. Ok. Ah, c'est trop bien. Ça me donne vachement envie. Genre, tu peux être une femme forte sans avoir besoin de vivre une histoire d'amour avec des Mais hommes oui, forts. c'est clair. Yes. Ok. Moi, le premier livre qui a construit mon identité, je pense que j'aurais pas besoin de le pitcher. Parce que c'est Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Pour les 3 personnes qui ne connaissent pas le pitch du Petit Prince, déjà, je ne vous shame pas, c'est juste que j'ai beaucoup d'autodérision sur le fait que mon choix est très mainstream. Le Petit Prince, en fait, c'est un aviateur qui s'écrase dans un désert et qui rencontre un petit prince qui vient d'une autre planète. Et ce petit prince, c'est une figure philosophique qui va lui apprendre plein de choses très très poétiques
Tout est sous forme de métaphore et à la fin, le petit prince retourne sur sa planète et c'est un peu une métaphore de quand quelqu'un part de ta vie, ou la mort, ou autre chose. Parce que je crois que je l'ai lu 4 ou 5 fois et à chaque fois que je le lisais, je comprenais de nouvelles métaphores. Ça me touchait d'une façon différente. Donc je veux pas plus le pitcher parce que je veux pas plus expliquer parce que je trouve que le petit prince c'est toi-même qui te l'explique pour toi-même et pas aux autres gens. Pourquoi ça a construit mon identité? Parce que les valeurs qu'il y a dans ce livre, oh mon dieu, déjà, mais parler sous forme d'images et de métaphores, c'est ma vie. Et je pense que c'est ma vie en partie grâce au Petit Prince parce que j'ai vraiment compris que les images peuvent être tellement plus fortes que les mots qui essaient de décrire les choses. Pourtant, je fais un podcast dans lequel je fais parler avec des mots qui font décrire les choses, mais on aime les paradoxes. Et voilà, mon amour pour les images, je pense que mon amour pour la littérature aussi est beaucoup né du Petit Prince. En plus, j'aime beaucoup le côté très fédérateur, dans le sens où quand on parle, les gens sourient parce qu'ils l'ont lu et qu'ils aiment le livre. Et du coup, ça a un côté très beau, je trouve. C'est un livre que j'aimais beaucoup offrir quand des personnes l'avaient pas. Des personnes qui lisent pas beaucoup, j'aimais beaucoup leur offrir. Je sais plus qui étaient ces personnes maintenant parce que mon inconscient, mais des personnes importantes, je suppose, ou pas. Et je pense que ça a aussi un grand impact sur moi par rapport à toute la sensibilité qui s'en dégage. Et en lisant Le Petit Prince, j'ai l'impression de me sentir comprise dans un sens. Et je crois que c'est assez universel et je crois que chacun quand il lit Le Petit Prince a l'impression de se sentir compris sur un aspect ou un autre. Et ça, je trouve ça ouf et hyper important et hyper beau parce que c'est à la fois très auto-centré, genre ça m'apporte à moi, ça résonne en mes émotions et en même temps j'adore que ce truc d'auto-centré résonne et soit universel, je trouve ça beau. Enfin, qui suis-je pour définir l'univers? Alors la meuf qui se reprend dès qu'elle dit un truc. Je sais que c'est pas forcément universel, mais dans mon domaine à moi par rapport à toutes les personnes que j'ai rencontrées, c'est pas que centré sur moi, c'est ça que je veux dire. Ça va aller Léa. Je sais pas si j'ai dit Léa ou Ella dans la présentation. Et bien justement, au départ, j'étais là... C'est qui? Non mais parce que... Comment je l'appelle? Non mais je me suis dit, est-ce que je me suis trompée? J'entends pas bien les choses en classe quand les gens ils t'appellent. Ah, tu pensais que c'était mon vrai nom, Ella, du coup? Oui, parce que... En fait, j'avais déjà une pote qui s'appelait comme ça quand j'étais au lycée, du coup je me suis dit, peut-être j'ai mal compris. Et en fait, non. Alors, on va faire un petit point dans ce podcast, en plein milieu du podcast. Je sais pas si je le garderai ou pas, si je l'ai gardé, bienvenue. Mon vrai nom c'est Léa, mais mon père voulait m'appeler Ella, en hommage à Ella Fitzgerald. Et ma maman a dit, si on l'appelle Ella, tout le monde va se foutre de sa gueule par rapport à la chanson de France Gall. Et elle voulait pas prendre le risque qu'on se foute de ma gueule, la chanson de Louise Attaque n'était pas encore sortie. Donc ça fait un raisonnement qui s'annule par la sortie de Louise Attaque, mais on m'a jamais fait chier avec Louise Attaque parce que j'adore Louise Attaque. Mais j'aime beaucoup, j'ai redécouvert que mon père voulait m'appeler Ella il y a pas trop longtemps, il y a genre 3-4 ans, et je trouve ça beau. Oui. Et j'ai eu une période de ma vie où j'étais en mode Léa, c'est pas du tout original, tout le monde s'appelle Léa. J'aime beaucoup Léa aussi, mais Ella, je trouvais ça beaucoup plus... Enfin, je trouvais ça joli. Et du coup, j'ai décidé de l'utiliser sur mes réseaux sociaux et pour ce projet parce que c'est un côté... C'est pas totalement moi et ça me fait du bien aussi de me dissocier un tout petit peu. Mais c'est la part que j'aime et que je trouve jolie de moi et de ce que je peux faire. Et du coup, je l'ai choisi. Et voilà, on a expliqué le pourquoi je dis tout le temps Léa dans les interviews quand je me parle alors que je suis censée m'appeler Ella. Non, voilà. Ok, donc mon premier c'était Le Petit Prince parce que la poésie, les valeurs, la sensibilité, le rapport à l'amitié avec le renard. Oui. Voilà, vous-même vous savez. Si vous ne savez pas, allez lire Le Petit Prince, ça vous fera beaucoup de bien. Quel est ton deuxième livre, Audrey? C'est encore de la fiction, c'est une trilogie dystopique. Ouais. Ça s'appelle La Déclaration de Jemma Mallet.
Ok. En fait, ça se passe dans les années 2100 et en fait, à cette époque-là, les scientifiques, ils auront trouvé un remède contre le cancer. Et en fait, c'est un remède qui va faire que plus aucune maladie ne va exister et qui va faire que, en fait, en renouvelant les cellules souches du corps, on va pallier à la mort aussi. Et du coup, les gens, ils vont vivre tout le temps en prenant cette pilule. Sauf qu'on va s'apercevoir que plus les gens ne meurent pas, plus ils font d'enfants. Et en fait, la Terre, elle est surpeuplée et on n'arrive plus à nourrir tout le monde. Et donc, il y a un pacte, enfin une loi qui s'est fixée sur la Terre entière qui dit que si on prend cette pilule pour ne pas mourir, on n'a pas le droit d'avoir des enfants. Mais au contraire, si on décide d'avoir des enfants, on doit ne plus prendre cette pilule et donc mourir un jour. Et en fait, ça va pas plaire à tout le monde. Et donc il va y avoir des enfants qui sont faits illégalement. Et quand ils vont être trouvés, ils vont être mis dans un orphelinat et ils vont être élevés pour servir de servants, un peu comme des esclaves. Et donc en fait, on se situe dans l'orphelinat. Et au départ, on comprend pas trop, et puis on se rend compte que le monde, il est pas totalement logique. Surtout que les cellules souches, en fait, on les prend de ces esclaves, en fait, ces filles qui sont inséminées, et du coup, c'est affreux la manière de comment c'est fait. Et donc, cette fille, elle va se rendre compte de cette bizarrerie et elle va essayer de s'échapper de ça. Donc la fille, c'est l'héroïne, c'est ça? Ouais, c'est l'héroïne. Et elle est dans l'orphelinat. Elle est dans l'orphelinat. Okay. Et c'est vraiment intéressant. Et en fait, ça m'a touchée beaucoup à l'époque parce que j'étais au début du collège. Et je pense que ça m'a construite parce que ça a construit mon rapport à la science. Qui est pas forcément... Enfin, je pense que j'ai un rapport bizarre. Parce que maintenant, je me pose la question, est-ce que c'est bénéfique pour le monde et c'est bénéfique pour qui? Et souvent, ça n'a pas forcément de... Enfin, c'est pas forcément bénéfique... Enfin, je juge pas ça bénéfique pour l'humanité. Et donc, il y a certaines inventions scientifiques que je comprends pas. Voilà. Ok. Non, mais c'est assez bizarre de dire ça parce que je me mets en contre... à contrario des gens qui trouvent que la science est géniale et tout, et moi je suis là, non, non. Et ça crée une méfiance en fait. Oui, voilà. Ok. Ouais. Mais oui, ça te définit d'un côté parce que genre c'est tes réactions. Ok. Ouais. Ça a l'air trop bien aussi. Tout va m'intéresser, je sens. Ok, mon deuxième livre... Ah, trop drôle. On s'est pas du tout concerté avant de faire ce truc, mais mon deuxième livre parle un peu... d'une autre façon, mais de médecine. Le deuxième livre, c'est L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau d'Oliver Sacks. Donc c'est un recueil d'essais. Et Oliver Sacks, c'était un neurologue américain, j'espère. Vous êtes en droit de me contredire. Mais je pense qu'il était américain. La moitié des informations. Mais c'était un neurologue, en tout cas, ça c'est sûr. Et il a beaucoup écrit sur les cas neurologiques et sur les différents patients qu'il a pu voir dans sa vie qui pouvaient intéresser les gens. Il a fait tout un livre sur la migraine que j'ai acheté et que je lirai un jour. Mais il est en anglais, il est gros et c'est de la neuro, donc oui. Quand j'aurai le courage de lire sur la migraine. Et en fait, c'est vraiment passionnant parce que c'est comme un recueil de nouvelles en fait avec des fictions, sauf qu'en fait c'est des essais sur des vrais cas neurologiques. Et ça m'a construit dans le sens où j'ai lu ça en terminale parce que mon prof de philo me le recommandait. J'avais un prof de philo vraiment très très cool en terminale. C'est bien. Donc tout ce qu'il nous recommandait, j'étais en mode oui. Et donc quand je l'ai lu, ça m'a vraiment passionnée. Je me suis rendu compte que j'étais passionnée par ce qui se passait dans le cerveau.
Et genre, il y a des nouvelles, par exemple, il y en a une où ça parle des membres fantômes et de comment le patient a l'impression que sa jambe qui a été coupée existe toujours. Ou l'homme qui prenait pas sa femme pour un chapeau, c'est qu'en fait, il a un trouble neurologique qui fait qu'il mélange les objets avec les personnes. Et je trouve ça tellement passionnant. Et en même temps, ça passionne parce que ça pourrait être de la fiction et c'est hyper intéressant, sauf que c'est dans la vraie vie, c'est dans les vrais cerveaux qu'il se passe des trucs comme ça et c'est genre incroyable. Et il y en a une où il parle... Oh, c'est incroyable celui-là. Il y a un essai dans lequel il parle d'un chercheur qui a pris beaucoup de drogue et au bout d'un moment, son odorat était décuplé. Genre, il avait la capacité comment on dit son odorat avait la capacité de celui d'un chien. Ah. Et c'est incroyable. Genre, ça me rend ouais. ouf. Et j'ai lu sur internet que Oliver Sacks le dit pas, mais que c'est sûrement lui, le médecin, qui a pris trop de drogue et qui a eu sa capacité développée. Donc, je trouve ça hyper passionnant parce qu'il peut se passer vraiment plein de choses et je trouve ça très très intéressant et je trouve que c'est aussi extrêmement poétique parce que c'est quelque chose juste, c'est de la chimie ou quelque chose qui dysfonctionne un peu dans ton cerveau et qui peut créer des choses que, on dirait de la fiction et des histoires pour enfants ou même pas pour enfants, des histoires quoi. Et voilà, c'est de là qu'est née ma passion pour les troubles. Voilà. Quel est on en est à 3e livre. C'est un livre de New Romance, donc c'est de la romance pure. Ça s'appelle Jamais plus et c'est de Colleen Hoover. Et donc c'est l'histoire d'une jeune fille, je me rappelle plus comment elle s'appelle, mais elle a vu quand elle était enfant sa mère se faire frapper par son père. Et c'était très régulier. Et sa mère l'a protégée dans le sens où elle lui disait regarde pas, va dans ta chambre pour que ça t'arrive pas. Et donc elle a vu ça pendant toute son enfance et elle s'est jurée quand elle était petite que ça lui arriverait pas à elle et qu'elle essaierait de tout faire si un jour ça lui arriverait pour s'extraire de cette situation. Et alors on la retrouve quand elle a 25 ans, qu'elle a construit un commerce, que tout va bien dans sa vie. Elle s'est mise en couple avec une personne et elle s'est mariée avec lui. Et il est chirurgien, donc il a une bonne situation. Et en fait, il s'avère qu'un jour, il la frappe par mégarde. Et c'est juste une gifle au départ. Et c'est pas très grave. Et elle se dit que juste... elle le vit très mal quand même parce qu'elle a vu ça chez sa mère. Et elle se dit c'est comme ça que ça commence. Mais en même temps, elle l'aime et elle est mariée à lui. Donc elle laisse passer, mais elle le prévient, elle lui dit ça se passera pas une deuxième fois. Et donc ça se passe une deuxième fois, puis une troisième fois, et puis un jour c'est beaucoup trop. Et en fait à chaque fois elle se dit qu'elle l'aime, et que juste elle l'aime, et c'est pas grave, parfois il n'a pas fait attention, et voilà. Sauf qu'à un moment, elle s'est fait tabasser par son mari et c'est beaucoup trop grave et elle lui dit lui-même en prend conscience après et il se dit c'est vraiment fort ce que j'ai fait et c'est pas normal. Et donc à ce moment-là elle appelle un de ses amis d'enfance qui est revenu dans sa vie et qui lui a laissé son numéro parce qu'il c'était le seul à avoir su ce que ses parents avaient fait et il lui avait dit que si jamais elle avait un problème elle pouvait l'appeler. Et elle l'appelle ce jour-là et il l'amène aux urgences, sauf que en même temps elle apprend qu'elle est enceinte de son mari, celui qui la frappe. Et donc c'est vraiment fort. Et à ce moment-là, elle se dit j'ai pas envie de ça pour mon enfant, mais en même temps elle l'aime. Et donc c'est vraiment un parcours qui est très très compliqué pour essayer de s'extraire de cette situation et je trouve ça vraiment important parce que c'est pas culpabilisant. Et vraiment, c'est pas culpabilisant et je trouvais que c'était important de le faire, surtout, c'est de la romance donc c'est pas censé être
c'est censé être tout léger, où tout se passe bien, et en fait non. Et juste ça montre différentes situations, et ce roman il m'a tellement touchée, mais tellement touchée parce que j'ai vu que la violence elle pouvait être partout, et j'ai reconnu des schémas que j'avais vus, pas forcément dans mon enfance, mais dans des proches à moi ou autres, et je me suis dit j'ai juste pas envie que ça m'arrive. Et à ce moment-là, je me suis dit comme la fille, bah juste je vais tout faire pour que ça m'arrive pas. Et elle a un mantra dans la vie, c'est nage droit devant toi, donc comme Dory. Mais Amour. elle le traduit aussi en jamais plus. Et en fait, ça a conduit à mon tatouage cette année. Donc c'est vraiment fort pour moi. Et je pense que c'est un des livres qui est le plus ancré dans moi et dans ma personne. C'est vraiment une situation qui m'a touchée. Ok. Juste pour l'audio guide, du coup, ton tatouage, est-ce que tu peux le décrire en quelques mots? En fait, c'est une fleur, parce que... Enfin, c'est une fleur avec dessous écrit jamais plus. Donc c'est juste des traits et il n'est pas rempli. Et en fait, la fleur, parce que cette fille, elle est fleuriste et que ma mère, elle est jardinière et que j'ai toujours aimé les plantes et que je trouve que c'est la vie et le renouveau. Et jamais plus parce que je voulais me dire que même s'il allait m'arriver de mauvaises situations dans ma vie, bah juste j'avancerai et je regarderai pas derrière et j'avancerai coûte que coûte. Ok. Ouais, c'est très empouvoirant. Ça donne aussi envie de le lire, super. La liste de livres, elle va s'allonger pour toi. Tellement. Elle est infinie. Mon troisième livre à moi, c'est L'écume des jours de Boris Vian. Ce n'est pas très surprenant pour les personnes qui me connaissent. L'écume des jours, c'est aussi un livre que j'offre aux gens. C'est-à-dire que quand je fais beaucoup de boîtes à lire, et à chaque fois que je trouve l'écume des jours, je le prends. Je me suis retrouvée à un moment avec 3 l'écume des jours chez moi. Et je les donne aux gens. Pourquoi j'aime l'écume des jours de Boris Vian? Est-ce que je pitch l'écume des jours de Boris Vian? C'est chaud de pitcher l'écume des jours. T'es pas obligée. Ok, en gros, il y a une histoire d'amour, il y a beaucoup de dérision. C'est là qu'il y a le personnage Jean-Sol Partre, qui est une caricature de Sartre, alors que Boris Vian était poteau avec Sartre, donc c'est rigolo, c'est beaucoup de dérision. Tout est fait sous forme d'images, et à un moment, ça c'est important par rapport à ce que je vais dire plus tard, c'est Chic et Chloé, le couple principal, et Chloé à un moment a un nénuphar qui naît sur son cœur et ça symbolise sa maladie et elle en meurt. Je viens de vous spoiler l'écume du jour. Mais c'est tellement pas l'intrigue qui compte dans ce genre de roman que, enfin, pour moi, peut-être que je vous couperai au montage que Chloé meurt. Peut-être pas. Je mettrai dans les show notes. Attention, je vous spoil l'écume des jours. Oui, donc du coup, elle a un nénuphar qui grandit sur son cœur et je trouve ça incroyable. Et j'ai pas encore trop compris pourquoi cette image me touche autant, mais ça me... Là, j'ai envie de pleurer rien que d'en parler, genre vraiment... Et c'est mon pseudo sur les réseaux sociaux, Water Lily on my heart, Mais oui. en hommage à ça, parce que je trouve cette image vraiment incroyable de la plante qui, en plus le nénuphar, qui naît à l'intérieur de toi et qui grandit et qui te détruit, c'est d'une mélancolie incroyable. Donc là encore, comme Le Petit Prince, ce qui me touche dans l'écume des jours, c'est le fait de raisonner par image et d'être dans la poésie pure, tout en étant dans un roman qui est très ironique, souvent très très ironique et très même sarcastique, qui fait beaucoup de dérision. Enfin, il y a un personnage qui meurt, il y a aussi un personnage qui se ruine pour son amour pour Sartre. Enfin, Partre. Donc, c'est des représentations vraiment d'échecs humains, enfin de parcours très... C'est très doux amer en fait. C'est très... tout est écrit sous forme d'images et de poésie, mais on vous parle de choses très dures.
et à la fin vous êtes en mode waouh. Ah, waouh. Ça, je sais pas, ça m'a vraiment aidé à trouver de l'identification un peu partout et à m'accrocher à des choses et à comprendre que vraiment la poésie, ça peut aider à faire passer des choses très dures. Et ouais, j'ai du mal à mettre des mots et à être claire, mais, mais Boris Vian, quoi. Enfin, juste après, j'ai lu J'irai cracher sur vos tombes, juste après avoir lu L'écume des jours, et j'ai compris que cet auteur serait parmi mes auteurs préférés parce que le mec écrit L'écume des jours et J'irai cracher sur vos tombes. J'irai cracher sur vos tombes, c'est un truc hyper trash où en plus le personnage principal est noir et c'est un peu un thriller horreur où genre c'est très bizarre. C'est très l'ambiance collante de quand t'as chaud, tu vois, ce bizarre-là, où le mec, en fait, dans toute l'histoire, tout le monde croit qu'il est blanc, alors qu'il est noir, parce que c'est Boris Vian et qu'il n'y a pas besoin d'expliquer les choses. et il y a des meurtres, et il y a des viols, et il y a des trucs comme ça, et j'étais vraiment en mode... Ah, je pitch hyper mal les livres, genre, c'est une règle générale, j'ai décidé de faire ce format, mais je pitch hyper mal, je dis juste mes émotions et vous les prenez, et si vous avez envie d'en faire quelque chose... Bon, en tout cas, moi ça me donne envie. Tant mieux, merci. Mais vraiment, lire L'écume des jours et lire J'irai cracher sur vos tombes, c'était vraiment une révélation pour moi. En 2 semaines, ou 1 semaine, j'ai dû lire les 2 à la suite, de waouh, c'est ça, enfin... J'avais vraiment l'impression qu'on exploitait quelque chose en moi que j'avais jamais su exploiter. Et bon, c'est incroyable. Si vous êtes sensible à parler sous forme d'images et aux trucs percutants, et c'est incroyable. Voilà. J'espère que vous m'en voulez pas de vous avoir spoilé la mort de Chloé. Lisez-le quand même. C'est vraiment très bien. Je vais le lire. Audrey va le lire, oui. Tu l'as pas lu ? Non, mais en plus je l'ai chez moi. Ah, je l'ai acheté, mais je l'ai pas lu. C'est normal, c'est ma vie. Mais raison de plus pour que tu le lises bientôt. Cet été. Oui. Ok, on en est à... Mon 4e livre, oui. Ça s'appelle The Hate You Give, d'Angie Thomas. Tu l'as lu ? Je fais des grands gestes. Pas encore, mais c'est le prochain que je vais lire. Oui, il est vraiment exceptionnel. Et en fait, c'est écrit pour des adolescents, mais vraiment, je trouve qu'il y a une plume. C'est incroyable. Et donc, c'est une histoire de racisme. Je vais pas vous spoiler en vous disant ça parce que c'est écrit dans le résumé. Mais en fait, c'est une fille noire qui vit dans un ghetto. Donc, un jour, elle va à une fête dans son quartier et elle y retrouve son amie d'enfance. Et en la ramenant chez elle, ils se font tous les deux arrêter par un policier. Et donc le policier, ils avaient rien fait, hein, je précise. Il va les faire sortir de la voiture et demander les papiers du conducteur. Et donc alors son ami d'enfance, il se penche vers elle qui est restée à l'intérieur de la voiture pour savoir si elle va bien, parce que c'est quand même un choc de se faire arrêter. Et à ce moment-là, le policier va croire qu'il prend un pistolet sûrement, on ne sait même pas trop, et il tire sur le jeune noir qui est à côté de la voiture. Donc c'est à ce moment-là juste le meurtre d'un jeune noir par un policier blanc. Sauf que le meurtre il va être traité comme un fait divers par les médias. Sauf qu'il y a quand même une témoin et le policier il se fait pas incriminer, il est juste mis pendant un mois sur le côté, puis après il revient. Et en fait, elle, ses parents la protègent, donc ils veulent pas que elle aille témoigner. En fait, elle témoigne à la police, mais pas dans les médias. Parce que elle a 16 ans, donc c'est quand même très tôt, et elle a déjà vu 2 de ses meilleurs amis se faire tuer par des policiers. Donc voilà, et sauf que c'est un roman qui montre comment elle va prendre la parole dans l'espace public, et au final elle va aller
à la télé et elle va dire, même si elle a le visage flouté, qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Et je trouve ça vraiment très fort comme émotion. Mais ce qui m'a surtout touchée, bon bien sûr ça c'est extrêmement touchant, mais ce qui m'a frappée à un moment, c'est que le père il est très important dans l'histoire. Parce que il tient une petite supérette, et donc c'est un ancien, enfin il faisait anciennement partie d'un gang, et depuis qu'il a une famille, il ne fait plus partie de ce gang. Mais ça reste un gars un peu baraqué, mais qui a quand même des émotions. Et à un moment où elle rentre de l'école parce qu'elle se sent pas bien d'affronter tous les visages alors que son meilleur ami est mort, elle sort de la voiture et en fait son père il l'attend devant chez elle et juste il l'attrape et il la prend dans ses bras. Et à ce moment-là, il lui dit: Tu sais, moi j'ai eu des amis qui sont morts aussi, ça va pas mieux, mais ça va, on peut s'en sortir. Et à ce moment-là, je me suis dit: Waouh, j'aurais bien aimé avoir un papa comme ça qui juste me tienne dans ses bras et me dise des trucs réconfortants par moments. Et j'ai lu ça l'été dernier, tu vois, et juste à partir de ce moment-là, je me suis dit: Oui, il y avait vraiment un truc qui allait pas bien. Voilà. Waouh. Waouh. Donc en fait, ce livre, ça t'a aidé à comprendre ce qui allait pas dans ta relation avec ton père. Ouais, parce qu'en fait, c'était déjà conflictuel depuis 2 3 ans, où je le voyais plus trop, mais en même temps, je sais que j'étais en colère contre lui, mais je savais pas pourquoi, parce que c'était juste un divorce normal. Mais à partir de ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait un truc depuis l'enfance qui allait pas, et j'ai commencé à analyser tout depuis que je suis née, et depuis que j'ai des souvenirs et de ce qu'on me raconte. Et je me suis dit: oui, quand même, c'était pas une relation normale, juste ayez des sentiments, bon sang. Petit tips. Oui, petit tips. Ayez des sentiments, putain de merde. Petit tips, si vous faites des enfants, dites-leur qu'ils sont importants et qu'ils comptent dans la vie. Ouais. Ok. Un autre angle d'attaque pour avoir envie de lire The Let You Give. Oh mon dieu. Moi, je voulais juste le lire parce que féminisme intersectionnel et que ça a l'air incroyablement écrit et touchant. Mais ça, je suis en mode allez, super, allons-y. Le père, donc. Mais en plus, ce qui est intéressant, c'est que souvent on parle de personnes noires dans la littérature, mais en fait, c'est des blancs qui écrivent. Ouais. Alors que là, c'est une femme noire qui a vécu dans des ghettos et qui sûrement a vécu cette situation ou d'autres similaires. Et du coup, je trouve que c'est quand même un témoignage, même si c'est de la fiction. Enfin, moi j'ai tendance à considérer que la fiction c'est la vraie vie. Et du coup, je trouvais que c'était vraiment important de faire ça et de le lire en considérant que c'est vraiment une personne qui a vécu ça. Ouais. Je suis d'accord avec toi. J'ai tendance à donner plus d'importance quand c'est la personne qui est représentée, qui est... Enfin, quand elle fait partie de ce qui est représenté en fait. Je trouve qu'il y a plus de... Enfin, c'est plus cohérent quoi, parce que c'est comme... Bah oui. Un homme peut écrire de très 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 bons personnages féminins, et je reconnaîtrai quand ils sont très 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 bien écrits, mais dans certaines situations, je trouve que il y a besoin que une femme, et là dans ce cas-là une femme noire, écrive ce genre de choses. Enfin, il y a une sincérité, je pense, et une expérience qui peut pas être égalée d'une autre façon. On va passer à mon quatrième livre, merci de me redire. Ok, mon quatrième livre, c'est Ces gens qui ont peur d'avoir peur, mieux comprendre l'hypersensibilité, d'Hélène Aron. J'espère que ça se prononce comme ça, je pense qu'elle n'écoutera pas ce podcast. Si tu écoutes ce podcast et que tu comprends le français vu que tu es américaine, merci. Donc ce livre, c'est le premier livre et seul livre que j'ai lu sur l'hypersensibilité. Et je l'ai lu quand j'étais en Hippocagne, donc il y a 2 ans. Et il m'a été prêté par une amie qui est hypersensible aussi. Et ça m'a permis de mettre des mots sur ce que j'étais et sur mes réactions. Et ça m'a libérée d'un poids énorme.
Parce qu'en fait, les seuls mots que j'avais sur ma façon de vivre les choses, c'était être excessive, ressentir les choses fort, être sensible, mais être aussi dépressive. Enfin, j'avais des mots très flous qui pouvaient tout et rien dire et qui définissaient pas vraiment ce qui se passait. Et quand j'ai lu ce livre, c'était vraiment un moment en plus où j'avais besoin que mon identité soit refixée. Et ça m'a appris en fait que ben, pourquoi je supportais pas les soirées, tout simplement. Enfin, des trucs où je me tapais dessus en me disant je suis pas normale. En lisant ce livre, j'étais en mode mais il y a quelqu'un qui est en train de m'expliquer que en fait si, enfin, qu'on n'est pas tous pareils et que c'est juste parce que je ressens les choses 10 fois plus fort et que quand la lumière tape sur mon œil, ça fait 10 fois plus mal ou que quand il y a du bruit. Alors, je vais vous expliquer du coup vite fait. Je pensais faire un podcast sur l'hypersensibilité où j'allais l'expliquer. Mais du coup là, pour expliquer le livre, va falloir que je vous explique un tout petit peu ce qu'est l'hypersensibilité. Ce que moi j'ai compris de l'hypersensibilité en lisant ce livre, c'est qu'il y avait l'hypersensibilité émotionnelle et l'hypersensibilité sensorielle. Et moi j'ai les deux, combo. L'hypersensibilité sensorielle, émotionnelle, je pense que j'ai pas besoin de vous l'expliquer, mais hypersensibilité sensorielle, c'est que tous les sens sont décuplés. Et du coup, ce livre a introduit. Ce livre est vraiment critiquable sous plein d'aspects. Il y a un angle très religieux, par exemple, qui me plaît pas forcément, mais il m'a vraiment donné des concepts et des clés pour comprendre qui je suis. Enfin, c'est la base de toute ma réflexion sur l'hypersensibilité. Et donc, il introduisait le mot d'hyperstimulation. Ce qui fait que les sens d'un hypersensible sont beaucoup plus facilement hyperstimulés. Et quand les sens sont stimulés, ils peuvent créer des douleurs ou des réactions qui font qu'on a besoin de repos. Et c'est pour ça que souvent les hypersensibles sont introvertis, parce qu'ils ont beaucoup plus besoin de se reposer et de recharger les batteries, entre guillemets, que d'autres personnes. Mais il y a aussi des hypersensibles extravertis, etc. Mais moi, mon cas, c'est introverti, parce que... Enfin, c'est exactement ça. C'est si je suis dans une situation où j'ai besoin de donner de mon énergie, après, mais je suis vraiment un corps vide. Je vais donner un exemple parce qu'Audrey est dans ma classe, du coup c'est un exemple qui peut lui parler aussi. On a dû faire des débats dans un cours et j'étais l'animatrice d'un débat et ça a duré 1 heure et on m'a dit que j'avais très très bien animé. Oui. Merci. C'est bien qu'on me le redise, mon ego et waouh. Oui, mais on m'a dit que j'avais très très bien animé parce que j'avais l'énergie, la dynamique, je pouvais faire les transitions, rebondir et que j'étais bien dedans et que je savais faire ça. Et effectivement, je sais que je sais faire, mais en fait, à ce moment-là, j'ai donné toute mon énergie et le débat d'après, mais j'étais dans un état de fatigue incroyable. Et quand je suis dans un état de fatigue, en plus, je suis encore plus susceptible et sensible. Et comme c'est des débats, il y a forcément des gens qui disent des trucs avec lesquels j'étais pas d'accord. Et il y a des trucs où j'ai dû sortir pour pleurer. Donc c'est vraiment ce que j'essaie de dire, c'est que l'hypersensibilité sensorielle, ça fait que ton énergie, c'est une dose d'énergie en fait. Et ton énergie... Je suis en train d'expliquer l'hypersensibilité au lieu d'expliquer le livre. C'est pas grave. En gros, ton énergie, elle est beaucoup plus facilement vidable. Et même si des fois, on a l'impression que je fais vraiment bien les choses et que je tiens le coup, 10 minutes plus tard, je peux être à terre. Et du coup, il y a vraiment cette sensation d'excès, du coup, quand on peut me rencontrer, c'est que c'est de la sincérité pure et que je donne tout, mais après, il faut que je me repose, quoi. Et du coup, de lire ce livre, ça m'a permis, du coup, d'avoir une reconnaissance énorme de comment je vivais les choses et de pourquoi j'étais tout le temps fatiguée. Et c'est le début de Léa qui se respecte. Parce que jusqu'à ce que je lise ce livre, j'étais vraiment... À chaque fois que je faisais quelque chose qui n'était pas comme les gens attendaient de moi ou comme je pensais que la vie attendait de moi, je me considérais pas normale, dépressive, je pensais que j'allais jamais aller bien, je pensais que mes relations avec les gens étaient bizarres, etc. Et lire ce livre, ça a vraiment lancé la compréhension de moi-même. Surtout que je suis tout le temps en introspection, donc quand tu t'introspectes,
j'invente ce verbe, constamment et que t'as pas les clés ni les mots qu'il faut, des fois ça peut être une douleur réelle. Alors que là, du coup, mon introspection, elle était basée sur quelque chose de concret et qui m'a donné des clés et qui a fait que j'ai pu m'adapter après. Et maintenant, j'arrive à dire aux gens, non, je ne peux pas sortir à tel moment et la seule raison, c'est que je suis fatiguée. Et c'est du respect pour soi incroyable. Et je revis, enfin, il y a eu 2 ans entre le comprendre que ça me fatigue et dire non. Mais c'est normal. Et c'est normal, faut accepter. Hein. C'est ça, c'est dur. Faut aussi vraiment accepter que t'es pas là pour satisfaire les gens et que si ta batterie elle est vide, ta batterie elle est vide en fait. Et s'il reste 10%, c'est pareil. Et si t'as pas envie alors que ta batterie est pleine, c'est pareil. Donc voilà, ce livre a beaucoup d'importance pour moi. Peut-être que si ça vous intéresse, je le développerai dans un podcast sur l'hypersensibilité. Parce qu'en fait, dès qu'on me lance sur l'hypersensibilité, là comme vous voyez, on a du mal à m'arrêter. Et là, j'ai l'impression d'avoir pas développé tellement de choses en plus. Un podcast. Donc je pense que je ferai un podcast entier sur ça, mais il fallait absolument que je le mette dans les 5 livres qui m'ont construit parce que c'est genre un de mes principaux traits de caractère, un des trucs qui a été le plus important dans ma construction personnelle de comprendre. Donc voilà, ces gens qui ont peur d'avoir peur d'Hélène Aron. Pour les gens, je mettrai dans la description de toute façon. Ah oui, je vous ai pas dit, mais tout sera dans la description. N'essayez pas de comprendre si on articule mal ou de réécouter 10 fois. C'est mâché, vous inquiétez pas. Ok, on en est au dernier, je crois. Oui. Quel est ton dernier livre ? Alors, c'est un classique, pour changer. Ouais. C'est une pièce de théâtre et c'est Ubu-Roi d'Alfred Jarry. Alors, je sais pas si tu connais. Ouais, mais j'ai pas lu. Alors, moi, je l'ai lu en première parce que c'était un livre qu'on devait présenter au bac de français parce que j'étais en L. Et c'était fou parce que déjà, la situation, elle est bizarre parce qu'on avait une prof incroyable et elle nous faisait réciter les passages et les scènes devant la classe. Donc il y avait 3-4 personnes qui se mettaient au tableau et qui devaient déclamer les vers en fait. Et sauf que j'ai une amie qui est vraiment extrêmement forte à ce jeu, coucou Noémie. Et je pense que ça a changé vraiment ma vision du livre parce que du coup elle faisait la mère Ubu et elle est souvent en colère et elle parle très fort. Et je trouvais que mon amie, elle l'incarnait vraiment extrêmement bien et ça m'a fait montrer une autre vision de cette pièce. Et en fait, cette pièce, c'est un peu basique. C'est la mère Ubu et le père Ubu qui vivent au temps des châteaux et des chevaliers. Et donc, le père Ubu, il est juste intéressé par avoir du boudin dans son assiette et juste manger, et il n'est pas plus intéressant que ça. Et la mère Ubu, elle a juste envie d'une chose, c'est de tuer le roi et de prendre la place du roi. Et donc, à l'époque, les femmes, elles le faisaient pas. Donc, elle dit à son mari, oui, ce serait cool quand même de tuer ce bon vieux roi, et comme ça, t'auras un peu plus de boudin quand même, c'est super cool, hein. Et alors, il est pas très fut-fut, lui. Et alors, le père Ubu, il va tout faire pour tuer le roi, tuer tous ses conseillers et prendre leur place. Et c'est vraiment extrêmement drôle parce que le premier mot de la pièce, je crois, c'est merdre. Et donc, c'est vraiment un humour absurde, mais extrêmement drôle. C'est hilarant. T'inquiète. Et je crois que c'est la première fois avec des classiques que je me suis dit j'ai le droit d'aimer ça, parce que je lisais beaucoup de romans jeunesse et c'est vraiment le premier classique où je me suis dit ah oui, c'est quand même intéressant et j'ai le droit d'aimer et surtout j'ai le droit de rigoler, alors que je rigolais pas beaucoup et je comprenais pas grand chose à l'humour. Enfin, ça a pas trop changé, mais celui-là en tout cas, je sais que j'y suis sensible et c'était vraiment tellement absurde. Et c'était fou. Et notre prof qui était géniale, elle nous a aussi fait venir une compagnie dans le lycée qui a joué la pièce. Et en fait, c'était fou parce qu'il y a énormément de personnages dans cette pièce.
Et c'est un homme rachitique qui a joué cette pièce alors que le père Ubu il est extrêmement gros. Et alors le gars au départ il était dans un frigo, un petit frigo et il était tout recroquevillé sur lui. Et en fait nous on était tous dans le noir et la première chose qu'il fait dans la pièce c'est il ouvre la porte du frigo et on était là c'est impossible, il y a personne dans le frigo. Et en fait il sort du frigo et pendant 1 heure et demie, il joue avec des animaux empaillés, avec des vêtements, avec des Barbies. Et en fait, il joue tous les personnages, lui tout seul. Et c'est fou. À un moment, il se jette... Enfin, il boit, mais ça dégouline de partout, 1 litre de sauce tomate. Et c'est tellement drôle. Et vraiment, du coup, j'ai vraiment plein d'expériences avec ce livre. J'en ai lu une BD maintenant et j'adore. Et depuis, bah, j'essaie de le relire régulièrement et j'en fais des références partout. Et vraiment, je crois que c'est ça qui a fait que je me suis dit, j'ai le droit de rigoler en fait. Oh, et c'est fou. trop bien. Oui. T'as compris ton style d'humour aussi en fait. Oui, un peu, ouais. Est-ce que tu l'as retrouvé ailleurs? Pas trop, mais je crois que j'étais pas du tout sensible à l'humour et maintenant un peu plus. Enfin, je suis arrivée en licence et je comprenais pas les blagues et l'humour. Et en fait, j'étais là juste arrêtez, c'est pas drôle, pourquoi vous faites ça? Et même je comprenais pas les BD et l'humour qu'il pouvait y avoir dedans et les humoristes et tout ça. Et maintenant, vraiment, je comprends mieux. Je dis pas que je suis forte là-dedans, mais je rigole. Donc c'est déjà bien. Je trouve ça trop mignon qu'on finisse sur ça m'a fait comprendre l'humour. Oui. C'est trop bien parce que tes 5 livres de construction, ils sont hyper différents chacun. Ouais. T'es trop forte. Merci. Ok, on part sur mon dernier. Oui. Mon dernier, bah oui, c'est du Charles Bukowski. Moi qui suis en train de réfléchir, c'est lequel déjà mon dernier? Donc mon dernier, c'est Les Contes de la folie ordinaire de Charles Bukowski, qui est un auteur américain, là j'en suis sûre. Je vous ai presque donné que des autres... Non, il y a 2 français quand même. Non, c'est bon. J'aime beaucoup la littérature américaine. Ok. Donc Les Contes de la folie ordinaire, c'est un recueil de nouvelles de Charles Bukowski. Donc si vous connaissez pas Charles Bukowski, je vais essayer de pitcher vite fait le style de Charles Bukowski. C'est de la littérature sale. En fait, tous les mots que j'utilise, c'est les miens. Hein. C'est pas des définitions vraies. Ça... je sais pas du tout dans quel genre ça s'inscrit. Voilà, mais moi je définis ça, je définis son style en disant que c'est la littérature sale qui écrit la médiocrité de l'homme, dans le sens où il va se représenter... Enfin, il joue souvent sur le narrateur, c'est lui. Genre, le narrateur, c'est souvent un auteur. Des fois, il porte son prénom même. Ah oui. Enfin, voilà, il y a vraiment un truc de jeu entre l'écrivain et le narrateur. Et donc, souvent, le narrateur est complètement imbibé d'alcool. Souvent aussi, on parle de baise, et j'utilise le mot baise parce que c'est ce qu'il utilise et c'est la façon dont il écrit ça. Il parle d'être mal, je crois qu'il parle de drogue aussi. Il y a une nouvelle sur la dernière, je crois, qui est une nouvelle zoophile. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui explore ce qui pourrait être considéré comme sale dans l'homme en fait, et qui l'assume. C'est le genre de personnage qui allait sur les plateaux télévisés pour parler de ses œuvres en étant complètement torché. Enfin vraiment. Ouais. Et quand j'ai lu ce livre, je me suis posé la question, pourquoi tu aimes ça? Dans le sens où j'ai adoré. C'est un recueil de nouvelles, j'ai dévoré ça, toutes les nouvelles, j'ai vraiment adoré. Et je me suis posée et je me suis dit, c'est que des trucs qui te perturbent, genre le sexe, je crois qu'il y a des affaires de viol aussi, c'est que des trucs qui pourraient te perturber, qui sont sales. Et pourquoi tu aimes et qu'est-ce qui fait que t'aimes lire ça alors que ce que t'aimes c'est la poésie? Et enfin, ce que t'aimes c'est la poésie. Enfin, j'aime la beauté en fait. Ouais. Et là, c'était vraiment montrer le moche, le sale quoi. Et
j'ai réfléchi et j'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre pourquoi j'aimais Charles Bukowski, et je pense que c'est la sincérité extrême qu'il y a dans ça. C'est vraiment décider d'aller fouiller autre part et de le montrer et d'en faire quelque chose de beau, parce qu'en fait ça devient un livre. Il a aussi fait de la poésie, genre il a un recueil de poésie qui s'appelle Les jours s'en vont comme des chevaux sauvages dans les collines, qui est sur ma table de nuit depuis plus d'un an et qui y reste, qui est vraiment extrêmement poétique. Donc c'est vraiment un auteur qui me perturbe et qui m'intéresse tellement. Et je trouve que dans la sincérité aussi qu'il a à montrer la médiocrité de l'homme, il y a aussi un truc un peu de dépression, quoi. De je me montre. Ça me fait un peu penser à. J'ai découvert il y a pas longtemps Tennessee Williams et la façon dont il décrit la maladie mentale, et c'est souvent très aussi dérangeant, très. Ça colle à la peau, il y a un côté un peu sale. Et j'ai un peu rapproché Tennessee Williams à Bukowski dans ce truc d'homme un peu dépressif qui va explorer ce qui est noir en lui. Et j'ai déjà dit que ça me passionnait ? Oui, ça me passionne. Et du coup, cet auteur, et du coup, ce livre, Conte de la folie ordinaire, c'est... Déjà, je suis tombée dessus complètement par hasard, parce que j'ai lu le titre Conte de la folie ordinaire, et j'étais en mode, oh, bah oui, ça m'intéresse. Comme je l'ai CF quand je parle de la neurologie, que je dis que j'aime bien les hôpitaux psychiatriques et les maladies mentales, tout ça. Donc du coup, je l'ai choisi complètement au hasard, et ça devient la principale base de mon sujet de mémoire, et du coup de ce qui va vraiment être mon... Parce que je suis pas encore en master, genre là je viens de finir ma licence, et je vais travailler sur ça les 2 prochaines années, et ça me rend tellement heureuse, parce que pour l'instant je parle qu'avec des émotions, et j'ai quand même des pistes de réflexion entre médiocrité, sincérité, aussi masculinité je pense, et dépression, tout ça, parce que je vais faire un master sur le genre, donc je vais l'étudier dans le cadre de la masculinité, et du coup j'ai quand même des pistes de réflexion un peu, mais c'est pas précis, et j'ai envie de creuser ça et de comprendre pourquoi j'aime autant Charles Bukowski et pourquoi je trouve ça incroyable, la façon dont il écrit, et cette sincérité là que je trouve folle. Ok. On va finir ce podcast qui, je pense, est plus long que ce que je pensais, mais j'en suis très contente parce que j'aime trop les livres que tu as choisis, ils sont tellement différents. Oui, mais tu sais que je me suis dit, en fait, c'est compliqué parce qu'on n'a pas du tout les mêmes genres de livres, je pense, parce que moi, je lis beaucoup de romances et de jeunesse, et je sais que c'est des genres qui sont très très critiqués, et que beaucoup de gens n'aiment pas, et quand je dis ce que je lis, ils me regardent de haut souvent. Et je sais que c'était pas le cas, que ça serait pas le cas avec toi, mais c'est quand même compliqué de dire moi je lis ça, et enfin surtout les livres que je lis, parce qu'en plus on considère que comme c'est censé être des narrateurs jeunes, c'est moins poétique, ou l'écriture est moins belle et autres, et en fait parfois non. Ouais, il y a vraiment... C'est pour ça que je voulais faire ce podcast-là avec toi, cette hors-série-là, parce que il y a vraiment une tendance à shamer la littérature jeunesse et du coup les personnes qui la lisent, alors que c'est tellement riche et ça peut apporter tellement, et t'as donné un exemple de tout ce que ça peut apporter, et ça peut encore apporter plein d'autres choses. Donc vraiment, je trouvais ça très important qu'on en parle aussi dans ce podcast. Donc merci d'avoir eu le courage d'en parler, parce que je sais que c'est jamais agréable d'avoir le courage de parler de quelque chose alors que les gens te critiquent souvent à cause de ça. Donc merci d'avoir le courage, et je pense que ça va faire du bien à plein de gens qui sont en mode mais oui, la littérature jeunesse, putain. Et attention à tout âge, parce que je veux dire, ma mère elle lit les mêmes livres que moi. Mais oui, non mais bien sûr, mais évidemment, genre là je suis allée à la bibliothèque hier. J'ai emprunté le livre de Perles de Timothée de Fontbelle, et j'étais en mode ça va être la meilleure lecture de mon mois, je le sais. Et c'est un livre jeunesse, c'est pour ça que je dis ça. Donc moi j'en connais pas tant que ça de littérature jeunesse, et je sais que plus je vais grandir, plus je vais m'y tourner en fait. Parce qu'à chaque fois qu'on m'en parle, je trouve que c'est tellement riche, et je suis passée à côté de beaucoup de choses, parce que j'ai lu beaucoup
j'ai pas lu beaucoup de classiques, j'ai pas lu beaucoup dans ma vie. Et donc je lisais surtout, comme j'étais en L, les livres qu'on m'imposait. Donc du coup j'ai lu des classiques parce que c'était les livres qu'on m'imposait. Mais maintenant quand on me parle de littérature jeunesse ou dans Booktube par exemple ou les choses comme ça, je suis en mode... ça a l'air d'être la vie. Ah oui, oui. Niveau sujet abordé et narration et monde aussi développé. Voilà, donc petit éloge à la littérature jeunesse au passage. Merci beaucoup Audrey. Merci à toi. Merci à vous d'avoir écouté cette hors-série. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que ça vous a inspiré de nouvelles lectures, que ça vous a inspiré de l'ouverture d'esprit. J'espère que vous me pardonnerez ma capacité à pitcher des choses. C'était bien quand même. Ah, merci Audrey de remonter mon estime de moi-même. Et prenez soin de vous. À bientôt.